Oh, j'ai pas eu que le temps passait si vite. Alors, bonjour tout le monde. Alors, comment il partage? Voilà. Donc, normalement, vous voyez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment prouver l'improuvabilité. Comme vous voyez, j'ai mis des petites décorations pour rendre le sujet un peu plus joyeux, parce que c'est quand même... J'espère que vous ne le trouverez pas, que ce sujet n'est pas trop froid, parce que c'est de la logique mathématique, donc ça peut paraître un peu... Ah, conversation, qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh, d'accord. Je vais pas trop regarder du coup les messages pendant le séminaire pour éviter justement ce genre de pause qui vient de se passer. Donc Jeff, si tu pourras me Je te dire... dirai, c'est des questions, ouais. Ouais, parfait. Donc voilà, j'espère que vous ne trouvez pas le sujet un peu trop froid, c'est de la logique mathématique, donc ça peut paraître un peu abstrait et pas très agréable, mais bon, là on sera dans la partie la plus sympa, c'est-à-dire ce qui intéresse le plus le grand public, disons, le grand public des mathématiciens, qui n'est pas un si grand public que ça au final. Donc, aujourd'hui, j'ai fait un gros trait. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Donc, partie 1, puisque comme vous le savez, la semaine prochaine, il y a la partie 2. Donc, on va déjà voir en premier comment on donne une taille à un ensemble. Ensuite, on va voir comment on peut mettre des fondations rigoureuses pour les mathématiques. Et enfin, on va voir la théorie des modèles. Voilà. Vous verrez bien ce que ça veut dire. Alors, comment on donne une taille à un ensemble? Pour les ensembles finis, c'est assez facile, vous comptez les éléments, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 éléments. Là, pareil, il y a un triangle, il y a un carré, il y a un rond, il y a une croix, ça fait 4. Il y a aussi 4 éléments. Les deux ensembles font la même taille. Une autre façon de le voir, un peu gros, voilà, c'est que si on écrit là 1, 2, 3, 4, on peut trouver une fonction bijective entre notre ensemble et les nombres 1, 2, 3, 4. Pareil ici. Et donc, on se rend compte que pour des ensembles finis, dire qu'ils ont la même taille, c'est équivalent à trouver une bijection entre les deux ensembles. Voilà, c'est une définition simple, élégante. Donc, on se dit, généralisons-la pour des ensembles en général, c'est-à-dire deux ensembles infinis. Essayons de dire, ils sont de la même taille s'ils sont en bijection, et on regarde ce que ça donne. Est-ce que ça donne des propriétés intéressantes ou pas? Et bon, évidemment, ça va donner des propriétés intéressantes, sinon il n'y aurait pas de séminaire. Alors, déjà dans les entiers. Dans les sous-ensembles des entiers, qu'est-ce qu'on peut trouver comme taille? On voit déjà que si on prend les nombres entiers pairs, c'est en bijection avec les entiers naturels, parce qu'on a la fonction évidente, on envoie n sur 2n. Voilà, ça fonctionne très bien. Et assez vite, on se rend compte que si on prend A, un sous-ensemble des entiers, tel que A infini, bah, il sera aussi en bijection avec les entiers parce que A, quand il est un sous-ensemble des entiers, on peut toujours l'écrire sous la forme A0, A1, A2, etc. Où on prend A0 qui sera le plus petit, A1 le deuxième plus petit, A2 le deuxième plus petit. Et donc, on a une bijection assez évidente, comme ça. Voilà. Pour l'instant, rien de bien folichon. Donc, si on regarde les sous-ensembles des entiers, soit c'est infini, ça fait la même taille que les entiers, soit c'est fini, et quand c'est fini, ben, on connaît. Maintenant, l'autre ensemble que tout le monde connaît, c'est les règles. Qu'en est-il des sous-ensembles des réels? Ou déjà, les réels en général. Est-ce que, par exemple, les réels sont en bijection avec les entiers? Vous savez probablement que non, c'est un résultat assez connu, qu'il n'y a pas de bijection entre les réels et les entiers. On va vite voir la preuve, si jamais certains ne la connaîtraient pas. Donc, supposons qu'on a une bijection entre les réels et les entiers. Ça voudrait dire qu'on peut écrire les réels sous la forme d'une liste, parce que là, on mettrait ce sur quoi 0 est envoyé, là, on mettrait ce sur quoi 1 est envoyé, etc. Donc, bijection avec les entiers, c'est toujours équivalent à peut s'écrire comme une liste infinie. Donc, supposons que les réels puissent s'écrire comme une liste, comme ça.
une suite, bah, on va arriver à une contradiction parce que on va construire un nombre qui ne sera pas dans la suite. C'est tout simple, on va regarder la première décimale du premier nombre, la deuxième décimale du deuxième nombre, la troisième décimale du troisième nombre, etc. Et on va faire en sorte que notre nouveau nombre alpha, à chaque fois, il ait ces décimales qui soient différentes. Donc, sa première décimale, il faut qu'elle ne soit pas la même que 5, donc on va mettre 0. Donc, il n'aura pas la même première décimale que le premier nombre, donc ça ne peut pas être le même. Sa deuxième décimale, là, il y a un 0, donc on va mettre un 1. Comme ça, il ne pourra pas être égal au deuxième nombre, puisque sa deuxième décimale ne sera pas la même. Et on continue comme ça. Et comme sa énième décimale sera différente de la énième décimale du énième nombre, il est différent de tous les nombres de la liste, et donc, il n'en fait pas partie. Voilà, preuve assez classique. Donc, les réels, on voit déjà que les réels, ce n'est pas la même taille que les entiers, ce qui est intéressant. Parce que si tous les ensembles infinis avaient la même taille, finalement, ce ne serait pas passionnant, ça n'aurait pas des propriétés incroyables. Donc déjà, on a deux tailles d'infini, les réels, les entiers. C'est un bon début. Donc maintenant, on va voir d'autres tailles possibles. Enfin, on va voir s'il y a d'autres tailles possibles. Mais avant ça, petite partie notation. Si on a un ensemble et qu'on met une barre de chaque côté, quand je vais faire ça, c'est pour parler du cardinal. Donc pour les ensembles finis, un cardinal sera juste le nombre d'éléments qu'il contient. Donc ABC, bah, le cardinal, ce sera 3. L'ensemble vide, le cardinal, ce sera 0. Et pour les entiers naturels, on va devoir ajouter un nouveau symbole. C'est Aleph, 0. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu. Donc, je ne vais pas vous dire exactement comment on construit ces cardinaux. C'est ce qu'on appelle les nombres cardinaux pour les ensembles infinis, parce que ça prendrait trop de temps. Mais il faut juste que vous les voyez comme des symboles qui représentent des tailles pour les ensembles infinis. Donc, quand j'écrirai un truc du genre m égale à n avec les barres, ça sera toujours équivalent à il existe f bijectif f de m vers n. Voilà. Donc, les barres, ça revient à dire c'est la taille en général de cet ensemble. Donc, revenons au sous-ensemble des réels. Donc, on a dit les entiers, c'est à la 0 par définition. On a également les rationnels. Les rationnels, c'est aussi en bijection avec les entiers. La preuve classique, c'est on fait un tableau comme ça, où verticalement, on augmente le dénominateur et horizontalement, on augmente le numérateur. Donc là, ce serait 0 sur moins 1, sur moins 2, etc. Vous voyez qu'il y aura plein de répétitions, mais il y a aussi des nombres qui ne sont pas variables, donc tous les divisés par 0, mais tous les nombres rationnels vont apparaître. Et comment ensuite on fait du coup une liste? On fait juste une spirale comme ça, et comme ça on passera par tous les nombres rationnels, et juste si on revient plusieurs fois sur le même, on ne le reprend pas. Et du coup on aura bien une liste des rationnels où chaque rationnel apparaît une seule fois. Il y a d'autres ensembles, les irrationnels. Les irrationnels, c'est en bijection avec les réels. Donc, je ne vais pas vous faire la preuve, mais voilà. L'intervalle 0,1, c'est aussi en bijection avec les réels. Les nombres relatifs, c'est en bijection avec les entiers naturels. Donc, voilà, on a plusieurs exemples. Et on peut arriver à la question, ok, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui serait ni en bijection avec les entiers, ni en bijection avec les réels, qui serait un peu entre deux? On verra après la réponse. Mais en attendant, on va un peu généraliser. À quoi ressemble en général, donc c'est-à-dire si on ne regarde pas que les ensembles naturels, les nombres réels, mais vraiment toutes les tailles d'infini possibles, qu'est-ce que ça donne comme structure? Déjà, on peut définir un ordre, ce qui est assez sympa parce que sur les ensembles finis, on a évidemment un ordre de taille, puisqu'on a ça correspond à des entiers naturels. Donc comment on va définir cet ordre? On va dire qu'un cardinal est plus petit ou égal à un autre cardinal si on prend un ensemble de la taille du premier cardinal et un ensemble de la taille du deuxième cardinal, on a une injection du premier dans le deuxième. Voilà.
Et si on regarde ses propriétés à cet ordre-là, bon, c'est évidemment transitif. C'est un truc qui est très très sympa, ça s'appelle le théorème de Cantor-Schroeder-Bernstein. C'est si on a A qui est plus petit ou égal à B et B qui est plus petit ou égal à A, alors A égale à B. Donc, si vous pouvez injecter l'ensemble A dans l'ensemble B et que vous pouvez injecter l'ensemble B dans l'ensemble A, il y a une injection entre les deux. Et ça, c'est très très cool. Ça c'est ouais. Une autre propriété très sympa, c'est que si vous avez deux ensembles, il y en a forcément un des deux qui s'injecte dans l'autre. Et donc, on voit qu'en fait, cet ordre-là, il définit un ordre total. Enfin, pas... Il fonctionne comme un ordre total, disons. Il a toutes les propriétés d'un ordre total. Ce n'est pas vraiment un ordre total parce qu'il n'y a pas d'ensemble de toutes les tailles d'infini, mais on en reparlera. Et il y a enfin une dernière propriété intéressante, c'est que pour tout cardinal kappa, donc pour toute taille d'ensemble, il y a une taille d'ensemble juste au-dessus, qu'on appelle kappa+, tel que kappa est strictement plus petit que kappa+. Donc notamment, on avait dit que Aleph 0, c'était la taille des entiers. Bah, il existe un cardinal Aleph 1, qui est la taille juste au-dessus de la taille des entiers. Et il n'y a aucun ensemble dont la taille se trouve entre les deux. Pareil, il y aura Aleph 2 qui sera juste au-dessus de Aleph 1, Aleph 3 qui sera juste au-dessus de Aleph 2, etc. Mais il faut savoir que ce n'est pas les seules tailles d'infini qui existent. Il y en a encore d'autres qui sont encore plus grandes. Mais ça, on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Donc, on revient à la question d'avant, qui s'appelle l'hypothèse du continu. Donc, j'ai dit, est-ce qu'il existe un ensemble qui est un sous-ensemble des réels qui est ni en bijection avec les entiers, ni en bijection avec les réels? Bah, ça reviendrait à dire quoi? Ça reviendrait à dire que le cardinal des réels, c'est Aleph 1. C'est la taille d'ensemble juste au-dessus de celle des entiers. Il se trouve qu'en 1938, Gödel a prouvé que c'était pas faux. On se dit, chouette, on a prouvé que c'était pas faux. En 1963, Cohen a prouvé que c'était pas vrai. Alors on se dit, c'est dommage. Mais qu'est-ce qui se passe? Gödel n'a pas prouvé que c'était vrai, il a prouvé que dans un certain cadre théorique, il était impossible de trouver une preuve que ça c'était faux. Donc Gödel a dit, vous ne pourrez pas trouver une preuve que ça c'est faux. Cohen, en 1963, il a réussi la chose inverse, il a réussi à montrer qu'on ne pourrait pas trouver une preuve que c'était vrai. Et donc on arrive à un résultat qu'on dit indécidable, où c'est une proposition mathématique, on ne peut ni prouver qu'elle est vraie, ni prouver qu'elle est fausse. Et ça peut paraître un peu surprenant, parce que d'habitude en maths, habituellement, on a une preuve, et la preuve parle d'objets mathématiques. Et là, on a l'impression qu'on a une preuve qui parle de preuve, et que ça change totalement de ce qu'on fait d'habitude. Mais en fait, on va voir juste après que les preuves, ça peut être vu comme des objets mathématiques, et que ça peut être étudié comme des objets mathématiques, puisque c'est juste souvent des suites de symboles, et donc qu'on peut faire passer la preuve dans les objets mathématiques. Et après, philosophiquement, on peut en déduire des choses sur le monde réel. Donc, pour faire ça, il faut qu'on définisse clairement qu'est-ce que c'est une proposition mathématique et qu'est-ce que c'est une preuve. Donc, il nous faut des fondements pour les mathématiques. D'où le prochain sujet. Fondations des mathématiques. Déjà, c'est quoi des fondations? Alors, il nous faut déjà un système formel. Là, j'ai écrit sans ambiguïté, c'est n'importe quoi. Le sans ambiguïté est déjà contenu dans l'idée de système formel, ça ne sert à rien. Un système formel, c'est un langage avec des règles qui nous permettent de déduire des formules du langage, des nouvelles formules de façon logique. Et en plus, il faut que ce système il soit sans ambiguïté, du coup, parce qu'il ne faut pas qu'il soit basé sur notre compréhension intuitive du moment. En fait, il faudrait même qu'on puisse faire un programme
informatique, d'où la notion d'automatisable, on lui donne une phrase dans ce langage et il peut nous dire si cette phrase elle est syntaxiquement correcte, si elle est bien construite. Par exemple, c'est pas un pour tout, il existe pour tout, parenthèse fermante, mais c'est une vraie phrase mathématique. Et qu'il puisse également nous dire, si on lui donne une preuve, est-ce que cette preuve est bien correcte? Est-ce qu'elle est valable? Est-ce qu'elle respecte les règles du système formel? Après, il nous faut également que ce système formel soit cohérent, donc il ne prouve pas des choses absurdes sans avoir une hypothèse de départ absurde. Donc notamment, il ne faut pas qu'il puisse prouver l'absurde sans hypothèse de départ. Et il faut qu'il soit général. C'est-à-dire que le but, c'est que ce soit des fondations pour les mathématiques. Et donc, on puisse poser tout le reste des mathématiques par-dessus. Donc, il faut que, avant de faire ce genre de fondation, vous avez déjà de la géométrie, déjà de l'analyse, déjà de l'algèbre, mais il faut qu'on puisse continuer à le faire par-dessus ces nouvelles fondations. Et alors, ce que je vais vous montrer après, je ne dis pas que c'est les seules fondations possibles, et je ne dis pas qu'elles sont parfaites, mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est celles qui sont considérées comme, qui sont le plus souvent considérées comme fondations des mathématiques. Alors, c'est la logique du premier ordre liée aux axiomes de la théorie des ensembles, ce qu'on appelle ZFC. Donc la logique du premier ordre, ce sera juste le langage et donc les formules. Qu'est-ce que c'est une formule mathématique et comment on peut déduire d'une formule mathématique de nouvelles formules mathématiques. Et ZFC, donc la théorie des ensembles, les axiomes de la théorie des ensembles, ça nous dira, OK, ça c'est nos hypothèses de départ. Donc c'est des axiomes. Donc ZFC il nous donne les axiomes, et la logique du premier ordre, il nous dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ces axiomes. Donc, voyons d'abord la logique du premier ordre. En logique du premier ordre, il y a des symboles qui sont toujours présents, c'est le pour tout, il existe, négation, ou, et, implication, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et une infinité dénombrable de variables qu'on peut utiliser, et le signe égal. Donc ça, c'est des symboles qu'on a le droit d'utiliser pour faire des phrases. Donc par exemple, pour tout V0, pour tout V1, V0 égale V1 et V1 égale V2 implique V0 égale V2. Donc ça désigne juste c'est une façon d'exprimer la transitivité du égal. Mais pour l'instant, c'est juste une suite de caractères qu'on a le droit de faire, quoi. Ça ne nous dit pas le sens qu'il y a derrière. En plus de ces symboles, en logique du premier ordre, on utilise des langages. Donc un langage, en gros, il va juste nous apporter des nouveaux symboles qu'on a le droit d'utiliser. Donc il nous rapporte des symboles de fonctions, des symboles de relations et des constantes. Et encore une fois, là on est au niveau syntaxique, on est au niveau du caractère qu'on a le droit d'utiliser et des phrases qu'on a le droit d'écrire. On n'est pas encore à la notion de est-ce que ces phrases sont vraies ou même qu'est-ce que veulent dire ces phrases. Donc là, quand je dis qu'on a des symboles de fonctions, ce n'est pas des fonctions, c'est vraiment des symboles qui peuvent représenter des fonctions. Et quand on les utilise dans des formules, donc je crois qu'il y a un exemple en dessous, par exemple ici, on voit qu'on a le droit d'écrire f de x. Ça, on n'a pas le droit de l'écrire, par exemple, pour une constante. Par exemple, la constante c, on ne peut pas écrire c de x. Ça, c'est pas valable. Tandis que f de x, on peut l'écrire. Donc, en gros, pour l'instant, on dit juste ce type de symbole-là, on peut l'utiliser dans une phrase de telle façon. Donc là, on avait pour tout y, il existe x tel que f de x égale y. Donc ça représente ce serait une façon d'exprimer la surjectivité de f. Et là, on a x, r, y, dont r, c'est une relation. Donc x en relation avec y par r et y en relation avec x par r implique x égale y. Donc ça, ce serait, je ne me rappelle jamais comment elle s'appelle, cette propriété. Mais c'est comme le x plus petit ou égal à y et y plus petit ou égal à x implique x égale y, par exemple. Pour vous donner un exemple concret, autre que les axiomes de la théorie des ensembles, il y a un langage qu'on peut mettre en place où il y a, ça c'est une fonction unaire, elle prend une entrée, ça c'est une fonction binaire, ça c'est une fonction binaire, ça c'est une constante. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire de l'arithmétique. Juste voir.
2h36, ok. Alexandre veut faire de l'arithmétique. Les axiomes là qui sont écrits, c'est ce qu'on appelle les axiomes de l'arithmétique de Peano. Enfin, ils ne sont pas tous là, il y en a beaucoup. Ils sont jusqu'ici. Donc, ces axiomes, en gros, ça permet de décrire le comportement des antinaturels avec le plus et le fois habituel. Et le S, ça veut juste dire plus 1, en fait. Par exemple, on a pour tout x, négation de S de x égale à 0. Donc, il n'y a aucun nombre tel que plus 1, ça donne 0. Pour tout x égale à 0, ou il existe y tel que x égale à S de y. Donc ça, c'est si un nombre n'est pas 0, alors il y a un autre nombre tel que plus 1, ça donne ce nombre-là. Bon, en gros, c'est tous des axiomes assez évidents de l'arithmétique. La seule qui est un peu différente, c'est la dernière. En fait, ce n'est pas qu'un seul axiome, c'est un axiome pour chaque formule phi de la logique du premier ordre. Donc, si on a une formule phi avec différents paramètres d'entrée, en gros, ça, c'est pour décrire l'induction. Parce que vous savez que s'il y a une formule qui est vraie pour 0 et qu'elle est vraie, et que si elle est vraie pour x, alors elle est vraie pour x plus 1, elle doit forcément être vraie pour tout x. C'est ça que dit cet axiome. Il dit, si une formule de la logique du premier ordre, elle est vérifiée en 0, et si elle est vérifiée en x, elle est vérifiée en x plus 1, alors elle est vérifiée pour tout x. Donc ça, c'est une axiomatisation possible de l'arithmétique de Peano, enfin de l'arithmétique en général. Et ensuite, la logique du premier ordre nous permettra de dire, avec ces axiomes, qu'est-ce qu'on peut déduire. Parce que, ça je ne vous ai pas trop montré, mais il y a différents systèmes de déduction liés à la logique du premier ordre, qui sont équivalentes entre elles, et qui sont constituées d'un nombre fini de règles assez intuitives. Donc un type de règle qui pourrait exister, c'est par exemple, si phi prouve psi et gamma, donc si avec phi on peut prouver psi et gamma, ce signe-là ça signifie prouve, alors avec phi on peut prouver psi. Voilà, ça c'est le genre de règle que vous pouvez trouver dans un système de déduction. Et il se trouve que ces axiomes-là de l'arithmétique, ils sont déjà très très bons. Il y a peu de choses qu'on peut prouver en maths, en arithmétique, qu'on ne peut pas prouver avec ces axiomes. C'est difficile d'en trouver. Bon, bien sûr, tout ce qui est lié à l'analyse, on ne peut pas le prouver parce qu'on ne peut même pas l'écrire avec juste S plus fois et 0. Mais tout ce qu'on peut écrire, dans tout ce qu'on peut écrire, il y a peu de choses qui ne sont pas prouvables. Enfin, en tout cas, c'est difficile à trouver. Un exemple, pour ceux que ça intéresse, c'est le théorème de Goodstein, si vous voulez regarder. Bref, ça marche déjà très bien. Mais on va voir maintenant un autre système d'axiomes qui est beaucoup plus puissant, qui permet de faire beaucoup plus de choses, qui est beaucoup plus généraliste, disons. C'est les axiomes de la théorie des ensembles. Alors déjà, il faut qu'on fixe un langage. Ce langage, c'est tout simple. Il y aura juste le appartient. Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est cet ensemble-là, il appartient à cet autre ensemble-là. Qu'est-ce qu'on a comme axiome? L'extensionnalité, il dit que si deux ensembles A et B contiennent exactement les mêmes éléments, donc si pour tout x appartient à B implique x appartient à A, par l'inverse, et si x appartient à B, x appartient à A, alors A égale à B. Voilà, deux ensembles qui contiennent les mêmes choses, ce sont les mêmes ensembles. La paire, il dit, si j'ai un ensemble A, un ensemble B, alors il existe l'ensemble qui contient exactement A et B. L'union, on dit qu'on peut faire des unions. La partie, ça dit que pour un ensemble A, il existe un ensemble B de la forme qui contient tous les sous-ensembles de A. L'infini, il est un peu plus subtil, l'axiome de l'infini. Donc, comme je vous ai dit, ZFC, donc ces axiomes, c'est censé pouvoir construire toutes les mathématiques. Ce qui peut un peu vous surprendre, puisque en mathématiques, on parle de groupes, on parle de droites en géométrie, de à peu près tout et n'importe quoi. On ne parle pas que d'ensemble. Il y a plein d'autres choses. Il y a des fonctions, il y
Vous allez me dire, ouais, mais comment tu parles de ça juste en parlant d'ensemble? Il se trouve que pour chacun de ces concepts, on va trouver une façon de les coder en termes d'ensemble, de les exprimer en termes d'ensemble. Donc je vais vous donner un exemple simple, les entiers naturels. Comment on code les entiers naturels? Pour un mec qui fait de la théorie des ensembles, c'est quoi le nombre 5, par exemple? On va simplement dire que 0, c'est l'ensemble vide, que 1, c'est l'ensemble qui contient l'ensemble vide, c'est-à-dire l'ensemble qui contient 0, que 2, ce sera l'ensemble qui contient l'ensemble vide et l'ensemble qui contient l'ensemble vide, c'est-à-dire l'ensemble qui contient 0, 1, et de manière générale, le nombre n, c'est l'ensemble qui contient 1, 2, etc. jusqu'à n-1. Donc on les définit de manière inductive. On se rend compte sous cette forme-là qu'on a m plus petit que n si et seulement si m appartient à n. Du coup, on a aussi une façon très simple de définir le strictement plus petit. Donc voilà, ça c'est comme ça qu'on construit les entiers. Et maintenant, qu'est-ce que nous dit l'axiome de l'infini? L'axiome de l'infini, en gros, il nous dit qu'il existe un ensemble qui contient tous ces entiers-là, sous la forme dont je viens de parler. En gros, l'infini dit cet ensemble-là existe, ce qui est très sympa. Et il se trouve qu'à partir de cet ensemble-là, on peut construire tous les autres ensembles infinis habituels, donc R, etc. Donc vous n'en connaissez pas beaucoup plus, probablement, mais voilà. Compréhension. Compréhension, il ressemble beaucoup au dernier axiome qu'on a vu de l'arithmétique de Peano. C'est de nouveau un truc qui est défini pour toute formule de la logique du premier ordre. En gros, compréhension, il dit, si j'ai un ensemble A, alors, et j'ai une formule de la logique du premier ordre phi, alors je peux définir l'ensemble de tous les x qui appartiennent à A, tel que phi de x est vrai. Voilà, donc on peut écrire ça. En mathématiques, souvent, on va parler de tous les objets qui possèdent une certaine propriété. Et on ne va pas forcément penser à dire tous les objets qui possèdent une certaine propriété, mais qui font partie d'un certain ensemble. Donc, en mathématiques, ça ne choquerait pas forcément quelqu'un qui ne connaît pas forcément la théorie des ensembles, etc., de dire tous les objets X qui possèdent une propriété phi de X. Mais ça, en théorie des ensembles, on n'a pas le droit de le faire en général, parce que ça amène à un paradoxe dont vous avez sûrement, peut-être entendu parler. Je ne me rappelle plus le nom du paradoxe. Donc en gros, imaginons qu'on ait le droit de faire ça, on arrive très vite à un paradoxe qui est, prenons, définissons l'ensemble A, qui est tous les x tels que x n'appartient pas à x. Donc, qui contient tous les éléments qui ne font pas partie d'eux-mêmes. Ok, qu'est-ce que ça pose comme problème? Ça pose comme problème que si A appartient à A, ça voudrait dire que A n'appartient pas à lui-même par définition, donc A n'appartient pas à A. Maintenant, si A n'appartient pas à A, par définition, A appartient à A. Donc c'est nul. C'est une contradiction. Et donc il ne faut pas qu'on puisse dire l'ensemble de tous les éléments qui n'appartiennent pas à eux-mêmes. Et il y a d'autres variantes possibles de ce genre de paradoxe. Donc, ce qu'on a fait en théorie des ensembles, c'est qu'on a dit, OK, on n'a pas le droit de dire ça. Quand on parle d'une propriété, on doit toujours dire les éléments qui vérifient cette propriété et qui font partie d'un truc qu'on a déjà montré que c'était un ensemble. Comme ça, on se limite, mais on évite les paradoxes. Ensuite, l'axiome du choix. L'axiome du choix, ça a créé beaucoup de polémiques, peut-être vous le savez, durant le XXe siècle, parce qu'il est il est intuitif, mais en même temps un peu contre-intuitif, d'où le fait que c'est polémique. Qu'est-ce qu'il dit le choix? Le choix, il dit que si vous avez un ensemble A, bon là je l'ai écrit comme si cet ensemble il était dénombrable, hein, mais il ne l'est pas forcément, c'est juste que c'est plus facile à écrire de cette forme-là. Alors vous pouvez, et que avec les A1, A2, A3 qui sont tous 2 à 2 disjoints, vous pouvez définir un nouvel ensemble B
avec B1, B2, etc., tel que B1 appartient à A1, B2 appartient à A2, etc. Pourquoi il fait polémique? Parce que c'est un truc qu'on fait assez habituellement, même de dire ah bah je prends un élément dans chaque truc. Parce que si vous regardez tous les axiomes avant, ils sont tous, comment on dit, explicites. Ils disent tous, ok, je construis cet ensemble-là, il contient ces éléments-là. La paire, on sait ce qu'il contient. Les parties, on sait ce qu'il contient, etc. L'infini aussi, on sait exactement ce qu'il contient. Mais lui, le B, là, on n'a aucune idée de ce que c'est B1, B2. On sait juste qu'il appartient à 1, que B2 appartient à 2, mais on ne sait rien d'autre. Donc en gros, on dit, je pense qu'il existe, mais je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop à quoi il ressemble. Et ça pose, ça crée des résultats souvent un peu surprenants. Mais aujourd'hui, c'est un axiome totalement accepté. Donc, voilà. Remplacement. Remplacement, qu'est-ce qu'il dit? Remplacement, il dit, si j'ai une formule phi qui agit comme une fonction, donc pour un élément, il y a une unique image, etc., alors, et que je prends n'importe quel ensemble A, alors l'image de A par cette formule f, ce sera aussi un ensemble. Donc l'ensemble B qui correspond aux images de A par f, c'est un ensemble aussi. Donc si par exemple j'avais un ensemble A1, A2, etc., et que ma formule f, en gros, elle associe A1 à l'ensemble qui contient A1, donc ça, il y a moyen de l'écrire en logique du premier ordre, évidemment, eh ben, l'image de cet ensemble par cette fonction-là, ce serait l'ensemble A1, A2, etc. Donc voilà, ça c'est remplacement, qui peut être un peu surprenant au début, mais qui en fait est très très utile. Et fondation, si on le regarde avec l'axiome du choix, mais là on le regarde avec l'axiome du choix, donc tout va bien, il est équivalent à, il n'existe pas une suite x1, x2, x3, etc., telle que x1 contient x2, x2 contient x3, x3 contient, etc. Ça n'existe pas. C'est ça que dit l'axiome de fondation. Pourquoi il existe? Bah, la raison principale, c'est que c'est très utile quand on fait de la théorie des ensembles. Mais pour le reste des mathématiques, du coup, la raison, c'est que un ensemble, au final, on a envie qu'il soit défini par ce qu'il contient et qu'il ne soit pas intéressant par sa structure de contenaison. À peu près ça, quoi. Mais je n'ai pas d'autres arguments plus forts. On pourrait l'enlever, ça ne changerait pas la figure des mathématiques, à part la théorie des ensembles. Donc voilà, on a vu ces ouais. Il y a une question dans le chat vite fait. Je te laisse lire. C'est le Richard. Alors, ZDF est cohérent avec et sans nom. Oui, tout à fait. Donc on a aussi un résultat, j'en reparlerai la semaine prochaine, on a un résultat aussi d'indépendance du choix. Donc comme je le disais, avant on a dit que R égale à LF1, c'était ni prouvable vrai ni prouvable faux dans un certain cadre théorique. Donc ce cadre, c'est bien la J du premier ordre avec ZFC. Donc de ces axiomes-là, vous ne pouvez pas déduire que R est en bijection avec LF1, et vous ne pouvez pas déduire non plus que R n'est pas en bijection avec LF1. Mais il y a plein d'autres résultats d'indépendance, notamment comme le choix, ça posait plein de questions, comment on dit, philosophiques, quoi. On se demandait si c'était vraiment une bonne idée d'avoir ce théorème-là, cet axiome-là, qui fait des trucs qu'on ne sait pas trop ce qu'il fait. Donc on s'est demandé, ok, mais est-ce que le choix, par exemple, pourrait créer des contradictions? Parce que ça se trouve, les mathématiques sans le choix, ce serait cohérent, mais avec le choix, ça créerait des contradictions. Et du coup, un résultat qu'on a prouvé, c'est ces axiomes-là, s'ils sont cohérents sans le choix, alors ils sont cohérents avec le choix. Et ça, c'était très cool. C'est-à-dire que bon, c'est-à-dire qu'on a vraiment la possibilité de l'ajouter, de l'enlever, ça ne change rien. Et ça, c'est équivalent à dire que le choix
avec ces axiomes-là, on peut ni prouver qu'il est vrai, ni prouver qu'il est faux. Parce que si on peut prouver qu'il est vrai... Ah non, non, c'est pas équivalent. Excusez-moi. Non, bref. Non. Ok. Ce qu'on a prouvé, plus précisément, c'est que si les axiomes ils sont cohérents, alors ils sont aussi cohérents avec le choix, et ils sont aussi cohérents avec la négation du choix. Donc, les axiomes, tous les autres axiomes, plus le choix est faux, c'est cohérent si tous les autres axiomes sont cohérents, et ces autres axiomes, plus le choix est vrai, c'est cohérent si les autres axiomes sont cohérents. Donc, on peut dire que le choix est vrai, on peut dire que le choix est faux, ça ne changera pas la cohérence. Si on a une contradiction d'un côté, on aura aussi de l'autre. Et ça, c'est la même chose que du coup pour R égale à l'F1. De la même manière, avoir ça, ça ne change pas la cohérence, et avoir sa négation, ça ne change pas la cohérence non plus. Voilà. Mais du coup, nous, on va supposer qu'on l'a, le choix. Voilà. Alors, donc on a fait les fondations. On va parler de la théorie des modèles. Donc, la théorie des modèles, en gros, ça nous dit... Enfin, parce que là, on était à un niveau un peu philosophique, linguistique, ou je ne sais pas trop, sociologique. En gros, on disait, nous, mathématiciens, on a ça et on a le droit de faire ça avec. Et maintenant, on va prendre ces trucs et on va les étudier en tant qu'objets mathématiques dans la théorie des modèles. Donc, parce qu'en en fait, on voit que ça, c'est quoi? C'est juste des suites de symboles. Les règles de déduction, bah, c'est des trucs mathématiques acceptables, je dirais. Puis bah, ça, c'est aussi des suites de symboles. Donc, on peut les voir comme des objets mathématiques, ça ne pose pas trop de problèmes. Et on va les étudier avec la théorie des modèles. Donc, la théorie des modèles, en fait, c'est un peu plus général que juste étudier ZFC, hein, c'est un domaine très large. Qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle, en gros, on va fixer un langage. Disons par exemple que lui s'appelle L, donc il a un symbole de constante et une opération binaire. Bah, déjà, on va dire ce que c'est une L structure. Une L structure M, ce sera déjà un ensemble avec une constante, une vraie constante, donc un objet qui appartient à A, et une opération. Du coup, en fait, en gros, dans un langage, on avait des fonctions, des relations, etc. Bah là, pareil, on aura des fonctions, des relations, et pour chaque truc qu'on a dans notre langage, il faut qu'on ait un truc correspondant par rapport à notre ensemble. Donc là, on avait une fonction binaire, mais qui est au niveau du langage, donc c'est juste un symbole. Mais là, on aura une vraie fonction binaire. Donc, un exemple, par exemple, pour ce langage-là, ce sera les entiers naturels avec le 0 et le plus. Ça, ce serait une L structure. Et avec un langage, on peut écrire des formules. Donc, par exemple, pour tout x, pour tout y, pour tout z, x fois y fois z est égal à x fois y fois z. Et ben, maintenant, avec notre L structure, par exemple celle-là, on peut se dire, OK, est-ce que si je remplace, par exemple, le symbole de fonction binaire par ma fonction binaire que j'ai choisie dans ma L structure, est-ce que c'est bien vérifié, la formule? Puis pour tout x, je dois aussi écrire pour tout x appartenant à grand N, pour tout x appartenant à grand N, pour tout x appartenant à grand N. Puis là, on voit par exemple que cette formule-là, elle est bien vérifiée par notre structure. Celle-là aussi, et puis celle-là aussi. En fait, ça, c'est les axiomes des groupes. Et un ensemble de formules comme ça, on appelle ça une théorie. Donc là, par exemple, on pourrait dire que c'est la théorie G, parce que c'est la théorie des groupes. Et si on remplace les symboles de nos formules par nos symboles dans notre L structure, tout fonctionne. Donc on dit que, donc si on appelle ça N, on dit que notre L structure N vérifie bien la théorie G, parce qu'elle vérifie chacune des formules. Donc en gros, la théorie des modèles, c'est de dire, OK, on avait ce langage, bah, voilà une façon concrète d'interpréter ce langage, et voilà les formules que ça vérifie ou que ça ne vérifie pas. Donc avant, on était au niveau syntaxique, et maintenant on est au niveau sémantique. On étudie ce que les phrases veulent dire, notamment dans certains cas concrets. Attendez, avant ça, on va prendre un autre exemple.
Avant, on avait dit qu'on avait défini la théorie de l'arithmétique. Bah, un exemple de modèle de la théorie de l'arithmétique, ce serait les entiers naturels. Ah non, j'écris n'importe quoi, c'est pas du tout légal. Donc un modèle de ça, ce serait les entiers naturels avec l'opération plus 1, le plus, le fois et le 0. Donc ça, ce serait un modèle de la théorie de l'arithmétique. Ce qui va bien, puisque ce qu'on voulait, c'était justement axiomatiser ce truc-là. Donc heureusement que c'est un modèle, disons. Sinon, ça serait un peu embêtant. Et on voit du coup que cette théorie-là, tous ces modèles, c'est simplement les groupes. Du coup, ça, c'est... voilà. Du coup, un modèle de cette théorie, c'est un groupe. Théorème de complétude. Alors, comme vous voyez, j'ai fait une petite blague. Le théorème de complétude, c'est pas complet, puisque c'est vide, il faut le compléter. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si j'ai une théorie T, alors je peux prouver une formule phi à l'aide des systèmes de déduction dont on a parlé avant dans la logique du premier ordre. T, à partir de T, je peux prouver phi si et seulement si, pour tout m modèle de T, m vérifie bien phi. Donc, ce théorème, si on regarde dans ce sens-là, ça revient à dire que prouver quelque chose, si je prouve une formule phi, ce sera bien vérifié dans les modèles. Donc, la preuve a du sens, elle prouve bien quelque chose de vrai. Et dans l'autre sens, c'est encore plus fort. Ça nous dit que tout ce qui est vrai en termes de logique du premier ordre dans des modèles, on peut le prouver. Donc, s'il y a quelque chose qui est vrai, par exemple, dans tous les groupes, il y a une formule de la logique du premier ordre qui est vraie dans tous les groupes, alors, à partir de ces axiomes-là, je peux la déduire avec un des systèmes de déduction qui existent. Ça, c'est très, très, très cool. Ça revient à dire, OK, votre système de déduction, votre logique du premier ordre, ça fonctionne tip-top. Maintenant, vous connaissez peut-être le théorème d'incomplétude de Gödel, qui est un peu les théorèmes d'incomplétude de Gödel, c'est un peu la face sombre de ce sujet. On en reparlera du coup la semaine prochaine, donc je ne vais pas trop en parler pour l'instant. Une question qu'on peut se poser, par exemple pour la théorie de l'arithmétique, c'est OK, on a un joli modèle de cette théorie, mais est-ce qu'il existe d'autres modèles? Des modèles qui seraient différents des nombres tels qu'on le connaît? Est-ce qu'on a trouvé vraiment la bonne axiomatisation de l'arithmétique? La réponse, c'est malheureusement non. Il existe, oui, je ne me rappelle plus de ma phrase. Bref, il existe d'autres modèles que l'arithmétique habituelle. Donc là, on va voir une méthode pour en construire des nouveaux modèles qui s'appelle l'ultra-produit. Donc je pense que vous connaissez les produits habituels, par exemple en théorie des groupes. C'est juste que vous prenez deux structures de groupe et vous définissez tout par composante. Ça, c'est un peu nul, parce que, si, c'est bien que vous faites la théorie des groupes, mais en théorie des modèles, c'est un peu nul, parce que si je prends, par exemple, deux modèles de l'arithmétique, donc les entiers habituels, cette structure-là ne va pas du tout respecter les axiomes de la théorie de l'arithmétique. Parce que si je prends, par exemple, l'élément 0, 1, il est différent du 0, qui dans cette structure serait peut-être le 0, 0, et pourtant, il n'y a pas d'élément tel que plus 1, ça donne lui. Donc, n croix n, ce n'est pas du tout un modèle d'arithmétique, ce qui n'est pas très surprenant. Mais ça veut dire que le produit habituel n'est pas très utile en théorie des modèles. Nous, on va faire un truc un peu plus subtil. Imaginons qu'on ait des L structures M1, M2, M3, etc., une infinité dénombrable. Nous, on voudrait créer une structure un peu à partir de ce produit, tel que si quelque chose est vrai pour la plupart des indices, alors elle soit vraie sur la nouvelle structure. C'est ça qui nous intéresserait. Que ce soit en quelque sorte une moyenne de toutes les structures qu'on a prises. Donc, un exemple, ce serait si on prenait M1, M2, etc., et qu'on avait un autre élément N1, N2, etc., de notre
notre produit, on voudrait, en imaginant que toutes ces structures, elles ont un ordre total, que par exemple, si on avait, qu'on ait par exemple cet élément-là plus petit ou égal à cet élément-là, si et seulement si on regarde indice par indice, ça ne soit pas vrai pour tous les indices, mais que ce soit vrai pour la plupart des indices. Et l'ultra-produit, c'est une façon de rendre cette construction rigoureuse et de la faire fonctionner. Donc, on a bien là notre produit de structure. Donc, c'est toutes des L structures. L, je rappelle, c'est le langage, un langage fixé, n'importe lequel. Et on va quotienter par ce qu'on appelle un ultrafiltre. Qu'est-ce que c'est un ultrafiltre? Alors, l'ultrafiltre, donc F, il va contenir des sous-ensembles de grand I. Grand I, c'est l'ensemble des indices. Et en fait, on va dire qu'un sous-ensemble des indices, il est grand si et seulement si il fait partie de cet ultrafiltre. Donc cet ultrafiltre, il permet de définir qu'est-ce qu'on veut dire par un grand nombre d'indices. Comme ça, on pourra dire une propriété est vérifiée si elle est vérifiée sur un grand nombre d'indices. Donc, bon, un truc évident, tous les indices, ça doit faire partie de F, puisque tous les indices, c'est forcément beaucoup d'indices. Aucun indice, c'est petit, ne fait pas partie de notre ultrafiltre. Si on a A qui fait partie de notre ultrafiltre et qu'on a un sous-ensemble plus grand que A, alors il doit aussi faire partie de l'ultrafiltre parce que si un sous-ensemble est grand, un sous-ensemble plus grand doit aussi être grand. Pour n'importe quel sous-ensemble, on doit soit avoir cet sous-ensemble fait partie de l'ultrafiltre ou son complémentaire fait partie de l'ultrafiltre. Ça, c'est si on prend notre exemple d'avant de M1, M2, etc., plus petit ou égal à N1, etc., l'ensemble des indices sur lequel MI est plus petit ou égal à NI, ça c'est le complémentaire de l'ensemble des indices sur lequel MI est strictement plus grand que NI. Et nous, si on voulait que sur notre nouvelle structure, cette relation-là, ça reste un ordre total, il faut que au moins un de ces deux trucs soit vrai. Soit cet élément est plus petit ou égal à cet élément, soit cet élément est strictement plus grand que cet élément. Et notamment, du coup, il faut que soit cet ensemble-là fait partie de l'ultrafiltre, soit cet ensemble-là fait partie de l'ultrafiltre. C'est en gros pourquoi on a cet axiome-là, cette propriété-là. Et enfin, on demande aussi que si on a A qui appartient à F et B qui appartient à F, alors A intersection B appartient à F. Si par exemple A, c'est l'ensemble des indices sur lequel phi est vérifié, et B, c'est l'ensemble des indices sur lequel psi est vérifié, si notre structure vérifie phi et qu'elle vérifie psi, elle doit aussi vérifier psi et phi et psi. Mais ça, du coup, c'est vérifié sur les indices A intersection B. Et donc, si on veut que ça soit vérifié, il faut que A intersection B fasse partie de l'ultrafiltre, d'où l'existence de cette propriété-là. Et enfin, on a dit qu'on voulait que ce soit une moyenne. Et donc, il ne faut pas qu'un sous-ensemble fini de nos indices, ce soit un ensemble grand. Donc, en plus, on demande que si A appartient à F, alors A est infini. Ça, c'est équivalent à dire que l'ultrafiltre est principal. Enfin, c'est une définition. Voilà. Et avec tout ça, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on dit qu'on quotiente par F, donc on doit quotienter par une relation d'équivalence. La relation d'équivalence, ça va être simplement M1, M2, etc. équivalent à N1, N2, etc. Si et seulement si l'ensemble des indices I tels que MI égale à NI fait partie de l'ultrafiltre. Donc ça, c'est notre relation d'équivalence. On quotiente notre produit par ça. Ça va bien nous donner une L structure telle que une propriété est vérifiée si et seulement si elle est vérifiée sur un ensemble de F. Et notamment, si tous nos M1, M2, etc., ils vérifient tous une certaine théorie T,
Alors, ça veut dire que cette théorie, elle est vérifiée sur tous les indices, et notamment, elle est vérifiée sur un ensemble de l'ultrafiltre. Et donc, la structure définie par l'ultra-produit vérifiera également T. Donc, notamment, si on fait un produit infini dénombrable de copies des entiers naturels, qu'on cautionne par un ultrafiltre, ça vérifiera aussi la théorie de l'arithmétique. Et il se trouve que cette structure-là, elle est indénombrable. C'est-à-dire qu'elle est en bijection, en fait, elle est en bijection avec les réels. Donc, elle est vachement plus grande que les entiers habituels. Et pourtant, elle vérifie aussi la théorie de l'arithmétique. En fait, comme on n'a pris que des copies de n, ben, toute formule de la logique du premier ordre que n vérifie sera aussi vérifiée par cette structure. Donc, on voit qu'on peut avoir des structures très différentes. Là, elles ne sont même pas de la même taille d'infini, et qui pourtant vérifient les mêmes formules de la logique du premier ordre. Donc, on voit que la logique du premier ordre ne permet pas de tout exprimer directement. Notamment, elle ne permet pas tellement d'exprimer la notion de taille. Ce qui n'est pas un problème dans le sens où c'est censé être des fondations des mathématiques, puisque c'est ZFC, c'est les axiomes de ZFC qui nous permettront d'exprimer ça, et pas directement la logique du premier ordre. Une autre façon de voir que cette structure-là, elle est différente de l'arithmétique habituelle, c'est si on prend l'élément défini par la classe d'équivalence de 1, 2, 3, 4, etc., et qu'on prend, je ne sais pas, 1, plus 1, plus 1, plus tata, plus 1, l'élément sous cette forme qui est... Donc en gros, là, on en a n, et qu'à chaque fois, on en met n. Cet élément-là, il sera forcément... donc, lui, il sera forcément plus petit que lui, parce que si vous regardez, les indices sur lesquels lui sera plus petit que lui, ce sera toujours un... Non, les indices sur lesquels lui sera plus grand que lui, ce sera toujours un ensemble fini. Et on a dit que fini, c'était toujours petit. Donc lui n'est pas plus grand que lui, notamment il est forcément plus petit. Donc là, on a un élément tel que 0 est plus petit, 1 est plus petit que lui, 2 est plus petit que lui, 3 est plus petit que lui, etc. Donc c'est un élément qui est plus grand que tous les entiers habituels, en fait. C'est une autre façon de voir que c'est une structure qui est vraiment nouvelle. Bon, je m'arrête là parce que je commence à beaucoup dépasser. Donc c'était tout pour cette première partie. J'espère que c'était à peu près compréhensible. J'avais beaucoup de choses à dire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Beaucoup de messages. Je crois que tu n'es pas obligé de lire tous les messages, ils ne sont pas forcément intéressants. C'est vrai que vous êtes bien amusés. Bon, bah voilà. Merci beaucoup. De rien.